voilà, moi en quelques mots, ce que je voulais évoquer avec vous, je pourrais réintervenir au gré des questions qui seront posées ou pour évoquer différents points avec vous. J'évoquais la lettre info concours dans laquelle on vous diffuserait les informations pour accéder au replay de ce webinaire, ce qui fait une excellente transition avec Lucille, puisque c'est Lucille Munier, donc qui travaille dans mon équipe, qui est en charge de ces points liés à l'attractivité des concours et qui travaille sur cette lettre info concours qui vous est adressée régulièrement. Donc Lucille, si tu veux, je te laisse prendre le relais pour évoquer la manière dont va se dérouler ce webinaire. Entendu. Bah, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, donc comme l'évoque Monsieur Jean-Yves Savoie, la lettre info concours que vous avez reçue, donc c'est la lettre numéro 3. Donc jusqu'ici, il y a eu 3 diffusions. Vous aurez les convocations diffusées par le pôle recrutement, parce qu'on est plusieurs au sein du pôle recrutement, courant décembre. Au sein de votre espace candidat. Au niveau du lieu, de la localisation, donc on vous communique cette information, comme ça évite des questions ultérieures. Donc potentiellement, le lieu pressenti peut être à la Villette à Paris, mais c'est un lieu pressenti, il n'y a pas de validation spécifique dans ce sens. Et donc pour rappel, le concours a lieu donc le 13 janvier 2026. Voilà, donc là, vous êtes plus de 200 participants, plus de 220 participants. Vous participez à ce second webinaire qui est proposé dans le cadre d'un cycle de webinaires. Le premier concernait plutôt la diversité des métiers. Et celui-ci concerne plutôt la formation initiale à l'École nationale de la DGCCRF. Voilà, donc ça vous permettra de pouvoir échanger avec cet intervenant. Donc, juste afin d'introduire les intervenants, juste rapidement leur profil. Donc, Emma Devran, qui a un profil juridique, donc qui a passé le concours à dominante juridique et économique. Ensuite, Yann Enger, qui a un profil institutionnel, qui a également passé le concours à dominante juridique et économique. Philippe Gapella, qui lui a un profil scientifique, donc qui a passé le concours à dominante scientifique et technologique. Georgel Siorba, qui a un profil juridique, donc également dominante économique et juridique. Sébastien Ginesté, donc lui qui était ancien contrôleur de la DGCCRF, ancien contrôleur stagiaire, et qui a passé le concours d'inspecteur externe, qui a un profil scientifique. Voilà, donc, donc une continuité pour lui dans sa progression de carrière. Isabelle Boubanga, qui est issue de la prépa talent de Montpellier, puisqu'il y a une prépa talent qui est située à Montpellier, donc en lien avec le NCRF. Donc ce sera l'occasion de faire un point sur cette préparation. Et Mélanie Contant, qui elle a passé le concours interne. Voilà, donc cet échange vous permettra d'avoir une visibilité sur l'ensemble des possibilités en ce qui concerne le concours externe et le concours interne, et puis de répondre à vos questions dans la mesure du possible, autant que possible. Voilà, donc on vous remercie et puis merci aux intervenants pour leur intervention à venir. Alors, je cède la parole à Emma Devran, si ça vous convient, par rapport au déroulé. Oui, parfait. Entendu, merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Emma Devran. Donc, comme vous a été exposé, j'ai un parcours plutôt juridique. En effet, j'ai fait une licence de droit à Rennes, plutôt à dominante droit privé et droit pénal, puis un master justice procès procédure, parcours contentieux judiciaire. À la suite, j'ai fait une prépa pour le concours de la magistrature, et c'est lors de cette prépa que j'ai entendu parler du concours de la CCRF, et par la suite, je m'y suis inscrite. J'ai entendu parler de la CCRF lors de cette prépa par une amie qui passait, elle, le concours et qui l'a obtenu l'année dernière, et un ami de la famille également, donc plutôt qui lui était déjà inspecteur. Alors mon objectif pour rejoindre la CCRF, c'était surtout de servir le service public, d'être un agent du service public, tout en ayant à la fois un travail d'enquête, mais également pour veiller à tout ce qui concerne la réglementation. Concernant maintenant plus ma préparation, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai une dominante de droit pénal.
Pour préparer le concours, je me suis surtout aidée de tout ce que j'avais préparé pour le concours de la magistrature, parce que les programmes sont quand même très similaires, tout en accent beaucoup sur l'aspect droit pénal des affaires. Parce que j'avais eu la chance de suivre ce cours-là en licence 3 et que ça m'a aidé à me focaliser vraiment sur l'aspect plus économique qui est très utile pour la préparation au concours de la DGCCRF. Je me suis aussi bien sûr aidée des différents outils qui sont mis à disposition, donc à savoir les annales qui sont très précieuses parce que ça permet de donner les grandes orientations, de voir les sujets qui sont donnés et également des meilleures copies parce que ça permet de comprendre qu'il faut rendre des devoirs qui doivent être structurés et que c'est vraiment, quand on lit aussi les rapports du jury, parce que vraiment si j'ai des ressources à vous conseiller, c'est les annales, les meilleures copies et les rapports du jury qui sont vraiment essentiels à mon sens, pour le concours et pour pouvoir s'aider. Donc ça, c'est plus pour l'aspect global. Par rapport aussi à la note de synthèse, à mon sens, il est important de s'entraîner à plusieurs reprises. Et pour s'entraîner, mine de rien, ce qui est très pratique, c'est que vous avez pareil les annales à disposition. Et l'avantage des annales du concours de la DGCCRF, c'est qu'elles sont quand même assez centrées sur les missions de la CCRF. Donc ça permet déjà de se remettre dedans et de bien comprendre effectivement ce qui est attendu de vous. Je vous conseille aussi vraiment quand vous faites des entraînements, de respecter les temps de préparation pour pas se faire surprendre le jour J, parce qu'on va pas se mentir, 4 heures pour une note de synthèse, ça peut être un peu compliqué, donc il faut vraiment bien se connaître, bien être capable de gérer son temps. Et bien sûr de trouver la bonne méthode qui vous convient, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est intéressant de tester plusieurs méthodes pour savoir avec laquelle on est le plus à l'aise. Concernant maintenant plus l'aspect le début de la formation initiale, je vous confie que j'avais une petite appréhension sur les sciences. Parce que j'ai un profil juridique, que les sciences, c'était pas trop ma tasse de thé initialement. Franchement, après le début de la formation, j'ai plus cette peur-là. Et grâce à plusieurs de mes camarades qui ont pu faire notamment des cours de soutien pour bien comprendre les leçons, bien comprendre ce qui nous était enseigné dans un premier temps au sein de l'ENCCRF, qui était complété par la suite avec des camarades de promo qui nous ont aidés pour mieux assimiler les notions. J'ai trouvé ça très sympathique. Ensuite, concernant plutôt l'aspect sur le stage d'insertion, moi j'ai fait mon stage d'insertion dans la DDPP du Finistère, où j'ai eu la chance de sortir tous les jours sur le terrain avec des inspecteurs avec plusieurs inspecteurs de la DDPP. J'ai vu plusieurs missions diverses et variées, donc j'ai fait aussi bien des contrôles caddie prix, donc pour vérifier le respect de l'affichage des prix dans les magasins et le prix payé en caisse. J'ai fait également des prélèvements, donc ça, c'était un petit peu le moment ultime de mon stage, où je me suis retrouvée à aller prélever des carcasses de volailles dans un abattoir. Et franchement, c'était particulier, mais je me suis dit, ok, les missions de la CCRF sont quand même très larges et on se retrouve directement au contact des entreprises. Enfin, pour terminer, ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est de croire en vous jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est un concours, que vous ne savez pas ce que les autres ont donné, que vous ne savez pas ce que vous-même vous avez donné, puisque c'est très difficile d'avoir un regard critique sur soi. Donc vraiment, il ne faut rien lâcher. On se présente le matin aux écrits, on est très stressé. Franchement, je vous comprends, mais il faut vraiment tenir jusqu'au bout, c'est important, et vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Voilà. Merci Emma pour ces éléments. Juste pour rebondir sur les quelques points qu'Emma a évoqués, effectivement, donc, notamment sur les conseils pratiques qu'elle vous donne sur les annales ou sur les rapports de jury, c'est vrai que moi je demande à mon service qu'on soit très vigilant et attentif à ça, parce que c'est pour vous un moyen de vous orienter et aussi de vous donner toutes vos chances de réussir le concours, pour que vous compreniez ce qu'on attend des candidats. Donc je vous incite, effectivement, c'est un très bon conseil que Emma vous donne. Lisez les rapports de jury, on met une attention particulière à les construire, donc regardez-les sur plusieurs années. Et puis, vous avez les annales de sujets et les meilleures copies. C'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai relevé aussi dans ce que disait Emma, c'est parce que c'est une question qui revient souvent. Certains d'entre vous ont un petit peu une appréhension ou des doutes sur la manière dont on va vous préparer
à mettre en œuvre vos pouvoirs et l'accompagnement juridique qu'on va pouvoir vous donner, parce que certains viennent d'horizons non juridiques, donc ça peut faire un petit peu peur. Et puis même certains peuvent être juristes dans des domaines qui ne touchent pas au régalien et au pouvoir d'enquête qu'on va pouvoir récupérer. Bah, là, les premières pistes qu'ils vous ont données vous donnent des réponses. Notre formation dure 1 an. Il y a des parties plus théoriques qui sont au sein de notre école. Il y a ensuite des stages pratiques en département. Et vraiment, cette année, elle est conçue pour vous préparer à devenir des enquêteurs sur lesquels notre structure va pouvoir s'appuyer, parce que vous comprenez bien que les suites qui sont données à nos contrôles sont des suites qui ont des enjeux économiques, juridiques importants pour les entreprises. Quand le parquet suit un des dossiers qu'on lui a transmis, derrière, il y a des enjeux importants. Donc, nous, on a intérêt à ce que nos dossiers qui sont transmis soient de qualité. Donc, on vous forme et on vous accompagne pour que ces dossiers soient de qualité, et que ce soit ce qui est fait à l'école ou ce qui est fait avec vos collègues qui vous aideront lors de vos stages. Cette préparation, elle est assez complète pour que vous arriviez sur le terrain de manière aguerrie, et c'est une des forces de la CCRF de vous former à ce niveau-là pour avoir une vue d'ensemble. D'ailleurs, le fait qu'Emma évoque qu'elle a pu participer à des prélèvements de carcasses de volailles, ça montre que la CCRF, elle intervient effectivement à tous les stades de l'économie. Alors, je vous rassure, on ne fait pas des prélèvements de carcasses de volailles tous les jours. Peut-être que C'était exceptionnel parce que voilà, j'étais en stage. peut-être qu'on peut réserver ça aux stagiaires quand ils arrivent, parce que c'est intéressant de voir aussi ce côté-là du job et qu'on ne les emmène pas tout de suite faire une opération de perquisition au siège social de chez Carrefour. Donc, il faut aussi qu'ils sachent ce que c'est que des carcasses de volailles. Mais ça fait partie effectivement du job et de la connaissance du monde réel de l'entreprise. Donc, voilà les quelques éléments que je voulais vous donner par rapport à ça. Et donc, merci Emma pour votre présentation. Vous avez bien mis en perspective les aspects à la fois conseil et puis réalité du métier tel que vous l'avez perçu après ces quelques mois à la CCRF. Alors, je ne sais pas avec qui on poursuit ensuite. Il y a un ordre protocolaire, Lucille, ou pas? Non, c'est fonction de du rang de Pardon, on réussite au n'entend concours, pas. non? Oui. Oui, il y a un petit déroulé voilà, pour diversifier les profils. Donc, Yann Nguer, profil plutôt institutionnel, voilà, très intéressant. Je vous en prie. C'est ça. J'espère que vous m'entendez correctement. Écoutez, déjà, merci d'être là. Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter. Je pense que c'est déjà le signe que vous êtes déterminé, motivé. Et vous faites bien, je pense. Alors écoutez, moi, je m'appelle Yann, j'ai 24 ans, je suis originaire du Bas-Rhin. Et bon, effectivement, comme mes collègues, j'ai passé le concours. Voilà, après un parcours, écoutez, j'ai commencé mes études en classe préparatoire littéraire. Vous voyez, un domaine qui est quand même relativement éloigné de la DGCCRF. C'était une classe préparatoire à lettres et sciences sociales, mieux connue sous le nom BL, peut-être que le terme BL vous parle. Donc j'avais beaucoup d'économie. C'est pour ça que c'est l'option que j'ai choisie au concours. Hein. C'était finalement utilitariste, et finalement j'ai essayé de maximiser mes chances de réussite. Et vous savez, moi j'ai eu un parcours, voilà, j'ai mis du temps à trouver ma trajectoire, à trouver ma voie. Après la classe préparatoire, j'ai décidé d'intégrer un master en histoire contemporaine. Je travaillais sur l'Irlande, sur les États-Unis. Voilà, j'étais intéressé notamment par le journalisme. Et puis finalement, voilà, c'est en cours, après auprès d'amis, auprès de la famille aussi, que j'ai fini par trouver ma voie, par finir par comprendre que j'avais envie de rejoindre le service public. Et donc j'ai intégré l'Institut de préparation à l'administration générale de Strasbourg. Et bon, moi, c'était l'année des concours. J'avais passé inspecteur des finances publiques, j'avais passé les douanes, j'avais passé la DGCCRF. Et donc, c'est une administration que je ne connaissais pas. Je pense qu'elle est relativement discrète. Et donc, voilà, c'est l'année dernière que j'ai découvert cette administration. J'étais intéressé par l'enquête, par le terrain, par le dynamisme aussi des métiers proposés à la CCRF. Écoutez, moi, je n'aurais pas de meilleurs conseils que ceux que ma collègue vient de vous donner, si ce n'est effectivement que vous pouvez croire en vous. Vous savez, je pense qu'à peu de choses près, vous avez des chances équivalentes aux nôtres l'année dernière. Voilà, on était à la même place que vous et c'est passé pour nous, donc ça passera pour certains d'entre vous. Évitez de vous éliminer vous-même. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que il y a peut-être des gens parmi vous qui ont l'impression d'avoir un parcours un peu rocambolesque, un peu interrompu aussi. Certains qui peuvent s'éliminer aussi par rapport à leur âge. Je tiens à vous dire que j'ai 24 ans, j'ai des collègues qui ont 30 ans, j'ai des collègues qui ont 40 ans aussi. Vous savez, vous pouvez venir d'horizons très divers. Vous pouvez avoir travaillé dans le public avant, vous pouvez avoir travaillé dans le privé. J'ai des collègues qui ont travaillé à l'étranger, en France, des collègues qui ont voyagé longtemps. Vous voyez, vous pouvez réussir à passer ce concours, même si vous avez des parcours très variés. Nourrissez-vous de ces expériences-là. Je veux dire, évitez de vous mettre des barrières psychiques immédiatement.
Faites l'effort d'aller à Paris. Je sais que c'est un investissement, hein, ça va vous coûter un billet de TGV, bon, pour certains d'entre vous. Mais écoutez, essayez. Si ça passe, tant mieux, vous serez à notre place l'année prochaine. Et puis si ça passe pas, ça vous fait une expérience. Mais évitez de vous mettre des barrières et de vous censurer. Je pense que vous avez tous vos chances. Je veux dire, vous avez des expériences variées, donc tentez. Bon, maintenant, l'école, effectivement, elle vous forme. Moi, je veux dire, j'avais très peu de droit dans ma formation, j'avais pas de sciences. Et donc, j'avais, si vous voulez, à rattraper ces deux dominantes-là, le droit et les sciences. Et ça se fait à l'école. Vous savez, il y a des intervenants qui viennent de départements pour vous former. Vous avez des cours qui sont extrêmement concrets. Voilà, vous quittez en fait le monde pré-théorique des études. Et je pense que c'est une chance aussi. Voilà, vous touchez à quelque chose de concret. Et ce qui est plaisant, je pense, dans cette formation, c'est aussi cette impression de tendre vers son métier futur et de réaliser petit à petit ce que va être notre quotidien plus tard. Donc voilà, ne lâchez pas, essayez, faites le déplacement à Paris, je veux dire, vous êtes inscrit, voilà, vous avez vos chances, ne vous censurez pas, voilà. Vous sortiez d'études, que vous ayez travaillé 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, essayez. Autrement, bon, mes conseils, voilà, je pense que Emma a dit l'essentiel par rapport à la préparation, à tes méthodes. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier effectivement des formations de l'IPAC, donc c'est vrai que c'était un plus. Et puis aussi, la chronologie a fait que j'ai passé d'autres concours de la fonction publique avant la DGCCRF. Il y avait aussi des notes de synthèse. Et donc, voilà, c'est cet entraînement-là qui m'a permis de passer le concours. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas bon courage. Voilà, c'est normal d'avoir peur, de stresser. De toute façon, vous allez stresser avant de rentrer dans la salle. Hein, ça, c'est évident. Hein, je pense qu'on a tous stressé. Et puis finalement, vous mourrez pas, quoi. Hein, vous en sortez. Voilà. Écoutez, essayez. Voilà. Et puis peut-être que, certains d'entre vous seront nos futurs collègues un jour. On vous le souhaite. Merci beaucoup à vous. Merci Yann. C'est vrai que tout à l'heure, justement, quand on préparait la réunion, on faisait le point de savoir qui autour de cette table avait participé au webinaire en étant de l'autre côté de la caméra. En fait, la majorité, même la totalité des participants côté école étaient de l'autre côté de la caméra. Donc, vous voyez, ça veut dire que finalement, quand on se donne les moyens, on y croit, on a des chances de le réussir, ce concours. D'autant qu'il y a un point important qui a été soulevé par Yann, c'est la diversité des profils. Puisqu'en fait, moi, mon service pilote ensuite les recrutements et les travaux qu'on mène avec les jurys. Nous, notre objectif, vous l'aurez compris, la CCRS, c'est une administration qui est au contact de la réalité économique du quotidien des Français, qu'on soit sur un acte d'achat du quotidien ou qu'on soit sur des relations industrie-commerce dans la manière dont les grandes entreprises ont des échanges entre elles pour éventuellement déterminer qu'il peut y avoir des positions dominantes sur certains marchés. Le spectre est très large. Et pour bien comprendre ce fonctionnement de l'économie, nous, notre richesse, c'est aussi de recruter des profils différents. On ne veut pas avoir des profils standards de juristes de droit des affaires top niveau, de scientifiques dans le secteur des cosmétiques, ingénieurs plus. Non, nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des personnes qui connaissent l'ensemble de ces secteurs d'intervention et puis surtout qui vont avoir cette curiosité pour comprendre ces mécanismes de fonctionnement de l'économie. Ça, c'est vraiment la qualité qu'on recherche, d'où des profils extrêmement variés, y compris en âge. Tout à l'heure, je crois que c'était Laura parmi les participants qui s'étonnait à 24 ans de se dire tiens, j'ai ma place au final. Alors, ça veut dire peut-être que là aussi, on a une perception, ou peut-être que de l'extérieur, il y a une image qui fait qu'on peut penser que nos candidats sont plus âgés. De mémoire, il y a même des lauréats de concours qui étaient encore plus jeunes. On a eu des lauréats qui avaient 21 ans ou 22 ans. Donc, on a vraiment tout le spectre. Peut-être, Yann, il y a une question qui était posée tout à l'heure, vous pourrez rebondir sur ce point-là, qui évoquait un petit peu quel est le contenu de la formation initiale de nos inspecteurs durant cette année. Donc, en quelques mots, si vous évoquez, alors vous êtes au tout début de la formation professionnelle, hein, mais l'école vous a communiqué le contenu annuel. Vous, en 30 secondes, si vous le résumez, les blocs qui sont abordés sont lesquels? Si je devais résumer la formation, je dirais qu'il n'y a pas une semaine qui ressemble à l'autre. En fait, voilà, on a des intervenants qui sont inspecteurs, qui se déplacent à Montpellier pour nous donner effectivement leur retour d'expérience, nous former aussi à leur domaine spécifique. Vous aurez aussi des bases. Nous, c'est surtout ça qu'on a fait en fait au mois de septembre et au mois d'octobre, hein, des bases scientifiques et des bases juridiques, effectivement, pour des profils qui n'étaient pas habitués à se confronter à ces disciplines-là. Oui. Après, effectivement, vous avez des thèmes variés. Voilà, les exemples sont nombreux. Hein. On a des inspecteurs qui viennent de la France entière pour nous faire des cours, quoi. Donc voilà, on a beaucoup de droits de la consommation, bien sûr. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter, je sais pas.
Oui, on peut vous appuyer sur ce point-là. Donc, vous avez des enseignements qui concernent la fonction publique en tant que telle, comment se positionner en tant que fonctionnaire d'État, en tant qu'inspecteur stagiaire, l'organisation de la DGCCRF et la présentation de l'ensemble de ses partenaires. À ce niveau-là, c'est des éléments que vous pouvez retrouver également dans le bilan d'activité 2024, qui est en ligne sur le site de la DGCCRF, sur la question de l'organisation en tant que telle. Ça, c'est intéressant. Tous les thématiques sur lesquelles travaille énormément la DGCCRF, donc la consommation durable, la transition écologique, les aspects relatifs au numérique. Vous avez des enseignements annexes donc qui concernent plutôt la vie au sein de l'entreprise, la comptabilité, l'informatique et puis les enseignements relatifs aux missions centrales de la DGCCRF, donc protection économique du consommateur, sécurité et conformité des produits et tout ce qui est relatif à la régulation concurrentielle. Donc, vous avez une formation, c'est proposé par bloc et les stages pratiques vous permettent de mettre en application vos enseignements théoriques. Voilà. Voilà. Si je peux me permettre, Oui. juste de rajouter quelque chose, pour vous donner un exemple concret, en ce moment, on est dans la partie conformité, sécurité. Mhm. On avait des cours sur les cosmétiques, on avait des cours sur l'agriculture biologique, donc vous voyez, sur les jouets aussi, vous voyez, très récemment. Vous voyez, c'est des domaines extrêmement concrets. Vous sortez de ce cadre très théorique que vous pouvez avoir pendant vos études. Il y a quelques semaines, on était très concentré sur la protection économique du consommateur, sur les pratiques commerciales trompeuses, etc. Vous voyez, c'est très concret. Ok, merci pour ces précisions. Sur les stages pratiques, il y a certaines questions qui sont posées. Des stages pratiques, en fait, il y en a deux qui durent de l'ordre de 3 à 4 semaines dans le cours de l'année, en décembre, en février, mars. Et puis un plus long qui est le stage final qui dure plutôt 3 à 4 mois, qui est de mai, juin, juillet, août, avant d'arriver en poste. Et ces stages-là, peut-être que de l'autre côté, vous pourrez le confirmer, mais ils sont le lieu de stage. Vous pouvez choisir 2 ou 3, un ordre de priorité sur les départements dans lesquels vous ferez ce stage. Et en fait, si jamais il y a des arbitrages à rendre, c'est en fonction du classement de concours. C'est comme ça que l'école organise les stages? Oui, c'est globalement Oui, ça. tout à fait. Ok, donc voilà. Et de mémoire, l'année dernière, on avait travaillé sur les stats et on avait vu que la plupart des stagiaires parvenaient à avoir leur premier ou deuxième choix sur le lieu de ces stages pratiques. L'objectif, c'est de limiter les cas de double résidence. Ok, très bien. Tout à l'heure, on reviendra sur la question de comment éventuellement sont choisis, déterminés les postes en fin de formation, parce que cette question revient souvent dans le chat. On va la garder parce que c'est un peu le fil rouge, c'est le teasing pour vous garder jusqu'au bout sur comment on est affecté en fin de formation. Et puis, il y a des questions sur le concours de contrôleur. Alors, on ne sait pas encore si le concours aura lieu l'année prochaine. C'est un concours qui est organisé plus rarement. Donc, on ne va pas trop l'évoquer aujourd'hui. Voilà, on enchaîne avec le prochain intervenant. Lucille, qui est-ce qui va nous Oui, présenter son tout à parcours? fait. Alors, ce sera Philippe Gapella, donc profil scientifique. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Philippe Gapella et comme mes collègues ici présents, j'ai intégré l'ENCCRF au début du mois de septembre. Alors au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée anglais-allemand. Puis j'ai fait un master tourisme et par la suite j'ai eu la chance et l'occasion de travailler au sein d'une collectivité territoriale pendant 1 an et demi et je m'occupais du développement touristique. Voilà, on referme ce chapitre. Sinon, j'ai décidé d'intégrer la DGCCR parce que je voulais avant tout travailler pour l'intérêt général et rejoindre la fonction publique, un peu dans la continuité de mon début de carrière professionnelle. Et petite anecdote d'ailleurs, j'ai appris l'existence de la DGCCRF il y a 2 ans lors d'un reportage que j'ai regardé sur YouTube. Et le côté contrôle et enquête m'a tout de suite plu parce que ça reflète de manière assez fidèle le quotidien et le travail d'enquêteur. Et le côté protection des consommateurs m'a beaucoup séduit et m'a définitivement convaincu de sauter le pas et de me lancer dans le concours d'inspecteur de la répression des fraudes. Alors en ce qui concerne le concours, je l'ai passé cette année comme mes collègues en externe et j'ai choisi la dominante scientifique et technologique parce que j'avais naturellement plus d'affinité avec les sciences, étant donné que j'avais fait un baccalauréat scientifique. Et sinon, au niveau de la spécialité,
j'ai opté pour la matière agroalimentaire et bio-industrie parce que ça reflète finalement les missions des inspecteurs qui sont en charge des produits alimentaires. Et pour être honnête, je n'avais jamais fait cette matière de ma vie, donc je voulais un peu me challenger. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce que vous avez jamais fait une matière que vous pouvez pas réussir. Donc ça veut rien dire, parce qu'en fait, je le dirai un petit peu après, on a quand même accès en fait au programme de révision pour chaque épreuve de spécialité. Donc même si on part de zéro, on a une certaine base. En ce qui concerne la préparation au concours, donc j'ai opté pour une préparation individuelle. Alors c'était pas évident parce que je devais profiter de chaque minute de temps libre qui était à ma disposition, étant donné que j'avais un travail. Et concrètement, ce que je faisais, c'est qu'en semaine, j'essayais de travailler un petit peu le matin avant d'aller au travail, et puis le soir après le travail. Donc, j'oscillais entre, allez, on va dire, 1 heure et 4 heures de travail par semaine. Et les week-ends, j'en profitais pour faire des grosses sessions de révision. Et je me suis beaucoup servi du site internet de la DGCCRF, qui est très bien fait et qui est très riche en informations et que je vous recommande vivement d'utiliser pour vos révisions. J'ai également visionné beaucoup de vidéos YouTube qui se trouvent du coup sur la chaîne de la DGCCRF. Et j'ai assisté au webinaire de l'année dernière, ce qui m'a permis de mieux comprendre les enjeux du concours et de mieux appréhender également le métier d'inspecteur CCRF. Et donc, comme l'ont dit mes collègues, je me suis servi des annales des années précédentes, des rapports de jury, que j'ai essayé de disséquer un maximum afin de comprendre les erreurs les plus fréquentes commises par les candidats. Donc, je vous recommande également de bien lire ces rapports de jury. Ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs classiques. Et sinon, en ce qui concerne le NCCRF, ce que je trouve très intéressant et qui a été souligné par mes collègues, c'est que la quasi-totalité des intervenants sont des inspecteurs en poste ou d'anciens inspecteurs, ce qui nous permet de bénéficier de conseils pertinents et d'avoir à chaque cours des anecdotes très amusantes et intéressantes. Et pour répondre à une question qui est apparue dans le chat, donc la majorité des cours se passent en présentiel, en tout cas pour notre promo, parce qu'elle est beaucoup moins fournie, on va dire, que celle des années précédentes. Et donc ça a déjà été évoqué, donc on va avoir 3 périodes de stage. Donc, et j'ai hâte, je pense comme mes collègues, d'attaquer le premier stage qui est la semaine prochaine. Donc premier stage de 3 semaines. Après on va avoir donc une autre période de stage au mois de mars et avril, 6 semaines. Et voilà, comme ça a été évoqué par Monsieur Savoie, donc un stage de fin de formation de quasiment 3 mois au mois de juin, juillet, août. Il faut savoir que le stage, oui, se passe, ce que j'ai vu que c'est apparu dans le chat, se passe au même endroit. Et donc, on va avoir aussi une semaine au mois de mars et avril en DRET, donc en direction régionale, parce que c'était également apparu dans le chat, si je ne me trompe pas. Et donc, pour conclure, voilà, pour rejoindre un peu les conseils qui ont été donnés par mes collègues, voilà, croyez en vous. Rien n'est impossible, c'est pas parce que on n'a pas fait de sciences et qu'on n'a pas fait de droit qu'on ne peut pas voilà, devenir inspecteur de la répression des fraudes. Merci pour votre attention. Merci pour ces éléments. J'en profite parce qu'il y a une question très pratique qui est posée sur la densité des cours à Montpellier. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'est une semaine type un peu de stagiaire NCCRF? Ah oui, pas de problème. Donc, comme l'a dit Yann juste avant, en fait, donc chaque semaine est différente, mais après, il faut savoir que, en règle générale, le lundi, pardon, matin, nous n'avons pas cours. Et voilà, sinon, les autres jours, on a cours normalement de 9h à 17h. Et ouais, parfois en demi-groupe. C'est vrai qu'en début d'année, on était beaucoup en promo entière. Et au fur et à mesure, en fait, voilà, on était un peu plus divisé en demi-groupe, on va dire. Mais voilà, grosso modo, c'est ça une semaine classique. Donc lundi matin, pas cours. Mercredi, jeudi et vendredi, 9h, 17h, grosso modo. Et
Le vendredi, on termine un peu plus tôt, on termine à 16h30. Voilà, c'est important quand même. Oui, mais c'est important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question, notamment pour les horaires de train, sur le suivi de la formation à Montpellier. Donc, merci de le préciser. Oui, c'est important. Ouais, j'en profite, il y a effectivement une question importante qui se posait sur où se trouve le programme de révision qui est évoqué. Alors c'est vrai que je ne sais pas si nous, dans les pages sur lesquelles on communique, on le met en avant très clairement, parce qu'en fait la référence, c'est notre arrêté, celui alors qui est visé comme étant celui du 10 février 2017, qui détermine le contenu du programme sur lequel vous êtes susceptible d'être interrogé lors de l'épreuve écrite du concours. Donc si vous voulez vraiment connaître le périmètre du concours, je vous invite à vous référer à cet arrêté. Il y avait une question qui était posée aussi sur les renforcements de connaissances, c'est-à-dire notamment pour par exemple des personnes qui étaient purement juridiques. Est-ce qu'il y a un cursus particulier pour renforcer les connaissances dans le domaine du scientifique? Alors, il faut savoir que parfois, justement, l'école peut organiser ça, ou bien il y a des transferts de compétences avec des groupes qui sont organisés entre les stagiaires. Je ne sais pas si cette année ça existe, mais parfois ça existe. Mais surtout, ayez en tête que l'objectif de notre formation, c'est de former des enquêteurs qui sont polyvalents et qui sont susceptibles de faire des contrôles pour protéger le consommateur, veiller à sa sécurité ou à la loyauté des transactions dans tout domaine. Donc l'objectif de cette année de formation, c'est de former des enquêteurs polyvalents standards et pas forcément des spécialistes dans le domaine des cosmétiques ou du domaine scientifique. Donc il n'y a pas de rattrapage très techniques qui sont à mettre en œuvre, mais plutôt avoir une connaissance normale du fonctionnement de chacun de ces marchés. Voilà. On peut peut-être poursuivre avec le prochain intervenant, Lucille. Oui. Alors, peut-être juste répondre à une question parce que il y a eu à savoir, oui, la formation est bien rémunérée. Et Ah oui, donc la rémunération lissée par mois, lissée sur l'ensemble de l'année, c'est plus de 2 000 €, voilà. Ensuite, au niveau des stages, vous faites des stages donc en direction départementale de protection de la population à l'échelle départementale et en DRET ou DRET à l'échelle régionale dans les services déconcentrés. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé l'organisation. Le stage d'insertion, donc c'est au tout début de votre formation initiale, voilà. Et puis voilà. Et après, il y avait une question sur tout ce qui est recrutement RQTH. Alors recrutement RQTH, donc c'est pour les personnes en situation de handicap. Donc dans ce cas-là, vous avez une autorisation d'un médecin agréé pour disposer d'aménagement. Et sinon, il y a un recrutement parallèle, mais avec des emplois réservés. Donc là, c'est hors concours à partir de la mi-avril à la DGCCRF. Et vous retrouvez l'ensemble des informations sur la page Rejoindre la DGCCRF. Donc, à chaque fois que vous avez une question, vous allez sur la page Rejoindre la DGCCRF. Voilà. ok. Et il y a effectivement des questions sur la rémunération, hein. Donc, elle est de l'ordre de 2 000 € net dès le début de la formation. Et puis ensuite, en prise de poste, on est sur une rémunération, j'ai plus en tête les ordres de grandeur, hein, mais c'est sur notre plaquette sur laquelle on communique, c'est entre 2 400 et 2 600 selon le lieu d'affectation et le type de poste, c'est ça? Oui, la moyenne, c'est 2 600 selon l'affectation géographique, exactement. Tout à fait. Après, voilà. Après, c'est Georgel Siorbia qui a un profil, donc lui, juridique. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Georgel Siorba, moi, je suis originaire d'Île-de-France. J'ai, comme Emma, un parcours assez juridique, assez typique. J'ai fait un master en droit carrière judiciaire. J'ai avec l'Université de Versailles et suite à mon master de droit, j'ai continué sur un poste d'assistant de justice au tribunal de Bobigny. Et c'est au cours de ce poste-là que j'ai découvert le concours de la CCRF que je ne connaissais pas à mon grand dam, mais grâce à des camarades du tribunal, on m'a fait découvrir le concours parce que certains l'ont passé l'année dernière. Alors depuis, avec cette information, j'ai creusé les modalités d'inscription, le contenu du concours et le droit de la consommation. C'est ce qui m'a, moi, appelé en priorité pour la simple et bonne raison qu'on est tous consommateurs. Et à partir de cet élément-là, on se fait tout de suite une image de l'objectif que l'on peut avoir quand on est inspecteur, à savoir la protection du consommateur. Et derrière, on découvre tous les outils que l'on a, nous, à disposition en tant qu'inspecteur pour pouvoir protéger ce droit-là, en tout cas faire de notre mieux pour le défendre. Ayant travaillé en tribunal, j'avais déjà le goût du service public et le goût de l'utilité de l'intérêt général.
j'étais moins attiré par une carrière privée. Je m'étais inscrit d'ailleurs au barreau pour passer l'examen du barreau de cette année. Je ne me suis pas présenté à l'examen étant donné que j'ai eu le concours de la CCRF avant. Encore une fois, dans cette perspective-là, de privilégier l'intérêt public plutôt que d'intégrer une carrière dans le privé. Toutefois, je dois bien admettre qu'en préparant le concours du barreau, l'examen du barreau et avant d'autres concours de la fonction publique, on a un socle juridique qui se détermine, et notamment en droit pénal parce que c'est la spécialité que j'ai présentée au concours. Et là, pour le coup, Emma l'avait avancé avant moi. Le site de la DGCCRF est très bien fait sur ces points-là. Les lettres info concours sont indispensables. Les rapports du jury sont très très bien faits et moi c'est ce qui m'a aidé à structurer ma préparation. Alors j'avais certes des exercices faits avec l'Institut d'études judiciaires pour présenter le barreau qui m'ont aidé à avoir des exercices en tant que tels, mais le programme de droit pénal étant suffisamment large, je n'ai fait que focaliser mes sujets d'attention sur le droit pénal des affaires, comme le disait Emma, en le déterminant avec les copies des années précédentes, avec les meilleures copies qui ont été de fait publiées, où on met en avant qu'est-ce qu'on attend d'un inspecteur au concours. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Moi, ça m'a rassuré de voir la présentation des copies, voir ce que cela peut donner et pouvoir se dire, je peux présenter la même chose, ou au moins essayer de tendre à présenter la même chose. Alors, il y a des aspects qui sont plus ou moins intimidants, le fait de ne pas avoir de code pour ces épreuves-là, le fait de pas toujours avoir l'idée de comment on va tourner les arguments pour privilégier notre copie par rapport à une autre. Alors, on ne vous demandera jamais de citer l'intégralité des articles sur lesquels vous composerez. C'est pas utile. C'est chouette si vous les avez, surtout si vous avez les articles de base. Mais de toute manière, on est conscient que le concours se passe sans code pour tout le monde de la même manière. Donc, on ne sera pas moins bien logé que le voisin. Et faites des liens. C'est dit dans le rapport du jury, mais faites des liens entre le sujet, pourquoi est-ce qu'on vous a posé ce sujet, et les métiers de la CCRF, parce que vous y êtes intéressé et qu'à tout moment, on peut rattacher une notion de droit pénal général ou de procédure pénale à le métier que j'envisage de faire. Et cette ligne de conduite permet de se rassurer d'une certaine manière quand on compose et de tirer le fil jusqu'au bout, de ne pas se faire alpaguer par le temps, parce que 2 questions en 3 heures, ça peut aller très vite. Il faut faire attention au management du temps. Donc, ça passe par les entraînements, ça passe par le fait d'avoir ciblé certains sujets en particulier avant. En tout cas, ne pas se laisser démonter, même si on peut être surpris par le sujet. De toute manière, quand on y est, on y va à fond, quoi. Je fais une toute petite entorse par la préparation des oraux, même si je m'y prends un peu tôt. Évidemment que le fait d'éplucher tout YouTube, ça aide énormément pour se rassurer. En tout cas, ça aide à se remotiver quand on a un petit coup de blues sur la préparation, et puis on repart sur ce qui a été produit. On se dit, le métier, il a l'air sympa quand même, et on est rassuré par la suite avec la formation et les stages. Et pour l'oral d'anglais, c'est un tips que j'aurais aimé avoir l'année dernière. Le bilan de la DGCCRF est également traduit en anglais. Profitez-en pour le vocabulaire, c'est un tips que j'aurais aimé qu'on me donne. Et en plus de s'entraîner en tant que tel à faire des épreuves en anglais, comme on peut s'entraîner à faire des épreuves en grand oral, c'est chouette d'au moins explorer, avoir les bases, ne pas se laisser surprendre par certains mots, même si que ce soit pour les écrits, mais surtout pour le grand oral, il y a un réel sentiment de bienveillance. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai senti de la part du jury qui nous interroge et qui aide à se mettre en confort quand on passe une épreuve. C'est intimidant par nature, mais le fait d'avoir un regard qui veut apprendre à nous connaître plus qu'il ne veut tester nos limites, enfin, évidemment que ce sera testé, mais dans un cadre bienveillant, ça aide à présenter les épreuves de manière plus sereine. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et cette bienveillance, je l'ai retrouvée aussi dans les stages d'insertion que moi j'ai pu faire à Bobigny en l'occurrence. On a été cueillis avec une énorme volonté de nous présenter les services, de nous montrer réellement ce que font les enquêteurs, comment ils travaillent, nous emmener avec eux sur le terrain, faire des inspections en tant qu'enquêteur mystère, faire de la rédaction, faire des constats internet, voir la diversité de ce qu'on peut voir. Et on se sent bien accueilli globalement dans cette administration. Ça continue dans le cadre de l'école et j'ose penser que ça continuera sur la suite de la carrière, ce qui est plutôt agréable. Outre le fait que le cadre de Montpellier est agréable, parce qu'on est correctement payé, mais il fait également tout à fait beau à Montpellier. C'est plutôt agréable comme cadre de travail. On est bien situé en l'occurrence.
Et on peut être accompagné pour ce qui est des difficultés de logement. On a des guidelines et puis surtout, on peut nous-mêmes s'épauler, soit entre nous, soit avec les inspecteurs des années précédentes, le cas échéant. Je n'ai pas d'autres éléments à rajouter. Ne lâchez rien parce que de toute manière, c'est vous et vous-même et pas ce que font les autres. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup derrière. Je vous remercie. Merci Georgette pour ce paysage assez large et qui donne un petit peu voilà, une image globale de ce qu'on fait à la CCRF et qui le montre avec un regard nouveau sur justement le périmètre assez large des missions et tout l'intérêt qu'on peut trouver sur cet ensemble de missions. Il y a une question qui revient sur notamment un petit peu, notamment est-ce qu'il y a un esprit d'entraide au sein de la promo? Quel est l'état d'esprit au sein de la promo? Est-ce que l'un d'entre vous, Georgette, peut répondre à ça? Au global, on a de la chance d'être pas si nombreux que ça cette année. De toute manière, mathématiquement, ça se constate. On est 68, autour des 68, ce qui permet de déjà se connaître tous au global et de développer des liens tendus. Emma en parlait tout à l'heure pour les sciences et Yann également. On a des entraides qui se font, soit on va, nous juristes, essayer de mettre en place des ateliers d'aide pour le droit, des scientifiques qui vont essayer de nous aider pour la science. On va se partager des documents. On va en tout cas essayer de faire un esprit d'entraide. Le fait de ne pas avoir de classement de sortie au concours, je ne vais pas le mentir, ça aide énormément à pouvoir avoir une ambiance assez apaisée, en tout cas le mieux possible au sein de la promo. Merci, vous avez fait une bonne transition sur une des questions qui revient sur comment effectivement on est affecté en sortie d'école. Et c'est vrai que l'affectation, elle se fait à partir du classement du concours d'entrée. Donc avec les épreuves qui sont communes aux 3 concours, notamment sur les notes sur la note de synthèse et sur la note du grand oral. Et de cette manière-là, on réussit à avoir un classement. Et lorsqu'au mois d'avril-mai, l'administration centrale propose les postes, le principe c'est que il y a quelque chose qu'on continue d'appeler, qui peut ressembler à un amphi blanc, mais un amphi blanc, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, on donne la liste des postes et le principe est que le classement, le choix se fait par ordre de classement. Après, ce qu'on constate dans chaque promo, c'est que aussi, il y a quand même, c'est fait de manière constructive, au regard peut-être des contraintes que peuvent avoir certains stagiaires par rapport à d'autres. Je veux dire, on n'est pas dans une logique vraiment d'application mathématique, chacun dans son coin, on choisit son poste. La pratique montre historiquement, une fois que les postes se sont donnés, la promo se réunit et il y a un vrai échange pour, au-delà du strict classement, savoir quels sont les intérêts familiaux, personnels ou autres de chacun des candidats ou lauréats au moment de l'affectation. Alors l'arbitrage final, il sera sur le classement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des échanges qui sont constructifs entre les stagiaires. Et ça participe beaucoup à cet état d'esprit qui est constructif au sein de la promo parce qu'il n'y a pas d'enjeu au travers des épreuves qui sont faites par l'école pour valider les niveaux de connaissances, puisqu'en tout cas, il n'y a pas cet enjeu-là. L'enjeu principal, il est sur la question de la titularisation. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette année, au vu des notes qu'obtiennent nos stagiaires durant cette année de formation, et on va déterminer s'ils peuvent être titularisés ou pas, ou le cas échéant, est-ce qu'on va devoir prolonger leur stage pour déterminer si effectivement ils ont les compétences pour devenir enquêteurs. Globalement, vu le niveau de recrutement, la qualité de la formation, je ne sais pas si je n'ai même pas une stat très précise en tête, mais quand même on peut penser que 90 à 95% d'une promo se trouvent titularisés sans difficulté, et puis à la marge, certains sont titularisés, seront prolongés parce qu'on a besoin de valider un niveau de compétence particulier. Mais donc voilà comment fonctionne l'affectation. Sur les postes qui sont proposés, je n'ai pas en tête le périmètre géographique des postes de l'année dernière. Peut-être que parmi vous, parmi les lauréats de cette année, il y en a qui s'y sont peut-être intéressés. Je pense que la France entière est représentée sur les postes avec une moitié qui doit être en région parisienne. Je ne sais pas si vous avez étudié la question, probablement. On nous a pas en tête de manière précise. Bon, ouais, mais globalement, c'est ça. Moi, pour les avoir vus, il y a à peu près, je pense, 40% des postes qui doivent être en Île-de-France, mais on a pour autant des postes sur tout le territoire. Finalement, peut-être le territoire qui est le plus difficilement accessible, c'est celui de l'Ouest, la Bretagne. Mais sinon, globalement, on peut avoir un ou deux postes qui sont proposés sur tout le territoire, et dans certains cas, même des postes qui sont proposés dans les territoires d'outre-mer. Voilà, pour avoir répondu à des questions qui étaient en direct dans le chat. Lucille, on poursuit avec qui?
Oui, tout à fait. Alors là, ce sera une présentation de Sébastien Ginesté. Donc là, la petite particularité qui est intéressante, c'est que Sébastien Ginesté est un ancien contrôleur stagiaire et donc avait passé le concours de contrôleur et puis directement le concours ensuite d'inspecteur dans une continuité profil scientifique. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, je m'appelle Sébastien Ginesté. Donc, au niveau du parcours académique, donc j'ai commencé par un BTS en sciences et technologies des aliments que j'ai acquis au sein d'un lycée agricole à Téza, à côté de Perpignan. Après, j'ai continué avec une licence professionnelle en industrie agroalimentaire acquise au sein de l'IUT de Saint-Brieuc. Ensuite, donc, je me suis arrêté à la licence. J'ai eu un parcours professionnel diversifié. J'ai commencé à travailler en tant qu'ouvrier dans l'industrie de la crème glacée. Donc, j'ai ensuite évolué sur un poste d'agent de maîtrise en production. Et ensuite, j'ai travaillé sur des projets d'innovation en interne dans l'entreprise. Donc, c'était un poste sur lequel je suis resté pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été formateur, donc notamment formateur en agroalimentaire à lycée agricole, du CAP au baccalauréat. J'ai été aussi formateur en économie générale et en commercialisation. Suite à ça, donc, j'ai été également moniteur d'atelier agroalimentaire en ESAT. Donc, j'ai eu un parcours diversifié au niveau du parcours professionnel. J'ai en parallèle passé le concours de la DGCCRF. Tout d'abord, le parcours donc, de contrôleur à dominante scientifique et technologique option SVT. Pourquoi j'ai passé le contrôleur avant, en début? C'est parce que le concours d'inspecteur, les épreuves écrites venaient d'avoir lieu. Donc, mon objectif était d'être inspecteur, mais comme je ne pouvais pas passer le concours d'inspecteur cette année-là, j'ai visé le concours de contrôleur. Donc, pourquoi la DGCCRF? De par la diversité des missions qui sont offertes. Après, j'avais eu connaissance, de par mon parcours académique, de l'existence de ce concours. Et puis, j'avais assisté aussi à un contrôle lors de mon expérience professionnelle au sein de l'industrie de la crème glacée. Donc, ce qui m'a intéressé par rapport à ce concours. J'ai ensuite donc effectué la formation à l'ENCCRF en tant que contrôleur. Et en parallèle, j'ai passé le concours d'inspecteur, donc en dominante scientifique et technologique, option agroalimentaire et bio-industrie. Donc, pourquoi cette discipline? C'est parce que c'est celle que je maîtrisais le plus. Au niveau de la préparation, donc, j'ai préparé le concours avec un organisme privé. J'ai été amené à faire 4 notes de synthèse. J'ai également travaillé avec des livres spécialisés en agroalimentaire. Donc, si je peux donner un conseil à ceux qui passent le concours en agroalimentaire, c'est de regarder les livres qui existent techniques. Il y a des livres très complets. Bon, ils sont très denses, mais si vous avez le temps de faire des fiches et de les travailler, ça peut être important pour le parcours agroalimentaire. Au niveau de temps de préparation, je dirais que c'était à peu près 1 heure chaque soir, un peu plus le week-end, en préparant des notes de synthèse le week-end. J'ai été également amené à consulter les rapports du jury, les meilleures copies, les webinaires de la CCRF, donc comme celui qui a lieu ce soir. Ensuite, donc, par rapport à mon stage en tant que contrôleur, donc j'ai effectué un stage au sein de la DDPP de Paris. Donc j'ai participé à des contrôles dans des domaines très variés, l'agroalimentaire, mais pas que, puisque j'ai participé à des contrôles en cosmétique et en jouets également, et dans d'autres secteurs. Après, je pense que ce qui peut être intéressant pour vous, c'est au niveau du positionnement en tant que stagiaire à Paris, donc à travers 3 stages. Dans la première période, je dirais que c'est plus une période d'observation. Donc, on accompagne sur le terrain les inspecteurs pour voir comment ils appréhendent le contrôle, comment se passe le contrôle. Après, deuxième période, il y a plus de participation. Donc, on peut être amené à poser des questions aux professionnels et surtout la rédaction des suites qui débutent. Et la troisième période est une période plutôt de réalisation concrète de contrôle sous la supervision d'inspecteurs, bien sûr. On est accompagné par des inspecteurs et la rédaction de suites qui se perfectionne au fur et à mesure des stages. Le lien entre l'école et le stage se fait naturellement, je dirais. On a un socle solide de connaissances à l'ENCCRF, apporté par des formateurs compétents qui sont sur le terrain. Et donc, du coup, on peut mettre en pratique leurs connaissances, les connaissances qu'ils nous apportent, et se perfectionner à travers les stages. En anecdote, j'ai 2 anecdotes. En fin de formation de contrôleur, on a eu un cours sur le rapport contrôleur-contrôlé, qui était très intéressant d'un point de vue humain, puisque c'est une dynamique importante du métier. Et donc, il y a eu un passage devant la classe entière, dont on était 3 à être passés devant la classe entière, où le formateur jouait le rôle du contrôlé, nous jouions le rôle du contrôleur, à tour de rôle. Donc, c'était formateur, puisque le contrôlé essayait de nous mettre en difficulté. Donc, c'était très formateur par rapport au futur métier. Voilà. Autre anecdote, donc à DDPP de Paris, une fois, on est rentré de contrôle, après un contrôle du commerce avec des inspecteurs, et on a vu une affiche qui présentait la vente de matelas dans les rues de Paris.
C'était un peu atypique. Donc, l'inspectrice a dit, ben, on va y aller, on va voir de quoi il s'agit. Donc, il s'agissait d'une vente sauvage, donc, pour laquelle on est habilité. Donc, il y a eu une prise d'informations et de photos. Voilà, donc, il y a des contrôles qui peuvent être un peu atypiques des fois. Voilà. Sinon, en conclusion, je dirais que le métier est pour moi extrêmement intéressant. On a des secteurs économiques très variés. On est vraiment au sein de la société de consommation, de notre société actuelle, avec des secteurs économiques diversifiés. Et ce qui m'a importé le plus à travers ce concours, c'est la protection des consommateurs, puisque c'est notre mission principale. Et je dirais après, au final, que par rapport aux personnes qui ont une licence, voilà, il y a des personnes dans la promo qui ont des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, et qui ont fait des grandes études, des masters. C'est pas parce que vous avez une licence que vous réussirez pas le concours. Il faut vraiment vous donner à fond, croire en vous et vous battre pour ce concours, le travailler sérieusement. Et si vous avez les compétences et les connaissances requises, eh ben, vous serez à notre place l'année prochaine. Voilà. Merci Sébastien pour cette présentation et ces infos. En direct, il y a des questions qui reviennent sur le stage aide. Il nous pose la question aide de l'école pour la recherche des 3 stages. En fait, les stages que vous faites en unité d'enquête, comment dire, c'est pas de, il n'y a pas de recherche à faire puisque c'est des stages dans des unités de la CCRF. Donc en fait, en fonction de votre rang de classement et celle que vous, les départements où vous voulez aller, on vous flèche sur ces unités-là. Il y a des questions ensuite sur une fois qu'on est sur un poste. Comment se passent les mobilités? Alors, les mobilités, en général, bon, on reste 2 à 3 ans sur son premier poste, et puis ensuite, il y a des mutations qui sont organisées. Donc, on s'inscrit sur un tableau de mutation, et là, il y a des priorités qui sont prises en compte, il y a des points d'ancienneté. C'est comme ça que la mobilité se fait. Il y a des postes qui sont offerts, effectivement, en région parisienne, y compris sur Paris également, puisque la question apparaissait. Hein, donc, il y a certains postes en administration centrale également pour les sorties d'école, avec là un mode d'affectation un peu particulier, parce qu'en fait, ils sont sortis des postes qui sont proposés pour affectation au classement, puisqu'en fait, on est sur des postes qui ressemblent, en fait, on pourrait appeler ça des postes qui sont liés au profil des personnes, et donc il y a un entretien entre le candidat qui souhaite rejoindre la centrale et le responsable du service en administration centrale parisienne, et si les compétences matchent, si la personne remplit les conditions attendues, elle sera retenue sur le poste sans prise en compte des considérations de classement. Donc c'est pour ça que les affectations administration centrale sont faites un peu avant les administrations sur l'ensemble du réseau. Voilà, on va peut-être poursuivre. J'ai plus en tête, Lucille va nous le dire, le webinaire est prévu jusqu'à quelle heure? Est-ce que c'est 18h30? Parce que si c'est 18h30, c'est un problème. 19h. Il est 18h30, 19h. Ok, 19h. bon, très bien. Voilà. Et alors, je ne sais pas si oui, il y avait une question sur la reprise d'ancienneté et ça évoquer que c'est sur étude de dossier une fois qu'on est admis au concours. Voilà. Et donc, nous continuons donc là avec la présentation de la prépa talent et donc avec Madame Isabelle Boubanga. Donc la prépa talent de Montpellier, hein, voilà, et qui a un profil juridique. Voilà, merci à vous. Alors, juste pour contextualiser, parce que au cas où par précaution, voilà, la prépa talent de Montpellier, effectivement, pour l'édition de ce concours-là, de toute façon, la question se pose pas parce que les inscriptions d'une part sont closes et donc la préparation est close depuis bien longtemps également. Voilà, c'est une préparation qui est accessible sur dossier de candidature, sous condition également de ressources et dans le cadre duquel il y a des entretiens de sélection. Donc en général, il faut quand même se renseigner en début d'année, à partir de janvier, en fait, on va dire de chaque année. Et les entretiens de sélection, en général, c'est fin du premier semestre, à partir de mai. Voilà, c'est aux alentours du mois de mai, usuellement. Voilà, donc mais ça permet en fait de faire un point et de connaître le dispositif. Donc, c'est tout l'intérêt de l'intervention d'Isabelle Boubanga, sachant que le webinaire sera rediffusé en ligne sur YouTube. Voilà, merci. Merci à vous. Donc moi, j'ai passé le concours externe à dominante économique et juridique en droit administratif. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai un master en droit des affaires, spécialité droit de la distribution, droit de la concurrence. Et j'ai découvert la CCRF lors d'une intervention d'inspecteurs qui sont venus nous présenter donc, le métier et l'administration en troisième année de licence.
Et à partir de ce moment, je me suis dit que c'était le métier que je voulais faire, puisque ça mêlait finalement tout ce que je recherchais, donc c'est-à-dire le contrôle de l'application de matières qui me plaisaient, donc le droit de la concurrence et de la consommation. Enfin, c'est comme ça que ça a été présenté lors de l'intervention, et c'est là que je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Donc le concours, je l'ai préparé, comme ça a été dit, avec le dispositif de la prépa talent. Il a l'avantage de se dérouler donc dans les locaux de l'école. Donc ça permet d'avoir déjà des échanges avec des intervenants, ce qui est plutôt intéressant et bénéfique. Ça permet aussi d'avoir un cadre, puisqu'on est en petit effectif, donc on était 12 candidats à préparer le concours avec la prépa talent. Donc c'est vraiment un cadre que je n'aurais pas eu si j'avais préparé le concours toute seule. Et pour ça, c'était vraiment intéressant et bénéfique, sachant qu'on avait aussi pas mal d'entraînements, que ce soit en note de synthèse ou pour l'épreuve d'option. Pour ce qui est donc des conseils que je peux donner pour la préparation du concours, donc comme l'ont dit mes collègues, c'est vraiment de regarder l'actualité de la CCRF qui est présente sur le site. Également le bilan d'activité, qui pour moi est une plus-value puisque ça permet vraiment de se familiariser avec notamment le jargon de la CCRF. Et aussi vraiment de s'entraîner à faire les épreuves dans les temps, donc que ce soit pour la note de synthèse ou pour l'option, puisqu'on n'a que 3 heures pour faire généralement 2 sujets. Donc je sais que c'est le cas par exemple en droit administratif, en droit pénal ou en économie, et donc ça peut être un peu court, enfin, en tout cas c'est un temps assez restreint. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui revenait sur le nombre de pages. Pour l'option ou la note de synthèse, je dirais que entre 4 et 7 pages, c'est peut-être pas mal. Il n'y a pas de nombre de pages limité ou obligatoire. Mais dans tous les cas, vu le temps qui nous est accordé, on ne peut pas faire non plus 12 pages. Voilà. En ce qui concerne la formation initiale, donc moi, mon stage d'une semaine d'insertion, je l'ai fait en IT régional, donc en Brette. Donc, je suis moins sortie que mes collègues qui étaient en DDPP, mais j'ai quand même sorti en contrôle, en ce qui concerne les délais de paiement. Donc, c'était assez intéressant. Ça permet vraiment de voir ce qui est concrètement le métier d'inspecteur. Et puis aussi de voir les relations qui existent entre unités régionales, départementales, également avec l'administration centrale. Donc, c'est vraiment une vision un peu globale, une première mise en approche pratique. Pour ce qui est des cours, je dirais que la formation, elle a un peu une approche en entonnoir, puisqu'on commence par une présentation des thématiques transversales générales communes du ministère de l'économie, ensuite des cours sur la déontologie, donc propre à la CCRF, enfin aux fonctionnaires plutôt, et ensuite, comme l'ont dit mes collègues, donc des bases juridiques et scientifiques. Et ce que je trouve intéressant de voir dans ce métier, c'est qu'il y a vraiment un lien entre les matières scientifiques et les matières juridiques, et quelque chose qu'on ne voit pas forcément, je pense, dans d'autres corps de métier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, la formation, elle apporte vraiment tout ce qui est nécessaire en termes de savoir-faire, donc tout ce qui est les matières qu'on peut voir à l'UNCCRF, et également donc, le savoir-être, pour ce qui est de la déontologie. Voilà, j'ai fait le tour, je n'ai pas d'autres éléments à apporter. Je pense que mes collègues ont bien fait le tour de la formation et de ce qui est apporté à l'UNCCRF. Merci. Ouais, je crois que vous avez répondu du coup à certaines questions qui reviennent sur les profils attendus. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste juriste, qui a déjà une activité professionnelle dans le monde de l'entreprise, peut réussir le concours? La réponse est oui, parce qu'il y a des profils variés. Le mode de préparation, finalement, au travers de la note de synthèse, c'est plutôt une mécanique à acquérir par l'entraînement. Et puis, sur les aspects académiques, au vu du contenu des annales et du contenu des sujets, c'est vrai qu'on peut préparer ces éléments-là. Vous verrez dans notre rapport de jury, les notes à partir desquelles on est admissible à l'oral, en fonction des années, on n'est pas forcément sur des notes à 14 ou 15 de moyenne pour être admissible à l'oral. Hein. On peut mettre la barrière plus bas. Je n'ai pas en tête les chiffres de l'an dernier. Hein. Je ne sais pas si l'un d'entre vous les a ou Nathalie. Bon, voilà. En tout cas, ils sont pas forcément, on n'est pas sur des moyennes hyper élevées en termes d'admissibilité. Sur la synthèse, c'était une bonne, effectivement, bonne remarque de dire que chez nous, il n'y a pas de limite à 4 pages, par exemple, comme c'est dans le cas d'un certain concours. En revanche, c'est vrai que même s'il n'y a pas de limite, une copie qui commence à faire 8, 9, 10 pages, on peut s'interroger sur sa qualité de synthèse dans une épreuve qui est une note de synthèse et d'analyse. Donc voilà, ayez ça en perspective. On peut avoir des copies à 6 pages qui ont une bonne note, mais après, au-delà, il faut aussi qu'il y ait du contenu pour compenser le fait qu'on n'est pas complètement dans l'exercice d'une note de synthèse.
Il y avait une question peut-être à laquelle l'un d'entre vous pourra répondre. On revient un petit peu sur l'idée de, pas la semaine type, mais l'organisation type. Il y a un candidat qui posait une question, s'il habite à Paris et que donc il réussit le concours et qu'il a donc fait ses stages pratiques à Paris, combien de temps il va passer à Montpellier? Est-ce que vous avez en tête les périodes Montpellier-Rennes et les périodes de stage à la louche? Oui, oui. Grosso modo, en fait, c'est allez, on va dire de septembre à fin novembre, en fait, donc on est à l'ENCCRF. Après, donc, au début du mois de décembre, pardon, 3 semaines de stage, 2 semaines de congé derrière. Et donc après, on revient au début du mois de janvier à l'ENCCRF. Et après, donc on a quoi, 7 semaines de cours? Quelque chose comme ça, donc 7 semaines de cours. Après, on repart en stage au mois de mars et avril pour 6 semaines. Voilà, c'est ça exactement. Merci pour la confirmation. Et donc après, derrière, on repart sur quoi, 6-7 semaines de cours. Et après, on est à nouveau. Là, on a fini du coup avec le NCCRF. Et donc après, on est en stage pendant les mois de juin, juillet, août. Donc après, je ne sais pas, il faudra calculer le nombre de mois. Il y a des qu'on passe à l'NCCRF. Il y a des périodes de congé au moment des vacances de la Toussaint qui sont accordées en plus de Noël. En février, fin février, on a également une semaine de vacances. Et on a 3 semaines à poser en été. Et on a 3 semaines à poser en été en plus. Sachant qu'aussi, j'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs personnes qui s'inquiétaient. Personnellement, il m'arrive très souvent de remonter à Paris parce que j'ai des attaches là-bas. Et les week-ends, vu qu'on est en week-end le vendredi soir à 16h30, généralement, il y a largement moyen de prendre un train, rentrer sur Paris et de revenir le lundi matin. Et on est même plusieurs dans la promotion à faire ça, que ce soit d'ailleurs Paris ou d'autres villes qui sont accessibles en train. Donc vraiment sur ça, faut pas s'inquiéter. L'avantage aussi de la CCRF, c'est à mon sens un bon équilibre sur la préservation aussi de la vie personnelle en parallèle de la vie professionnelle. Ça permet de maintenir un juste équilibre. Oui, c'est intéressant, Emma, que vous évoquiez ce point-là, parce qu'on l'a évoqué dans le webinaire qu'on a eu avec les enquêteurs qui sont déjà en poste. Et c'est bien que les lauréats du concours, après 2 mois, vous renvoient cette perception. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les choix professionnels qu'on est amené à faire, la qualité de vie au travail, la manière dont les structures qu'on va rejoindre sont attachées à la diversité, à l'égalité homme-femme, au sens de ces missions au quotidien, c'est des choses qui comptent dans les choix qu'on doit faire. Et c'est vrai que la CCRF, dans les métiers qu'elle propose et l'attention qu'elle donne à ces aspects-là, est quand même une administration qui est, je peux le dire de manière objective, qui est remarquable au travers des chiffres qui sont mis en avant, en tout cas sur ces aspects-là. Une administration qui est très ouverte à la féminisation, y compris dans ses cadres à plus haut niveau, et une administration qui est soucieuse de la qualité de vie au travail. Oui, c'est ça, c'est Lucille qui nous donne le chiffre sur l'égalité hommes-femmes. Oui, c'était 53%, alors c'était 2023 ou 2024, voilà, 53% de femmes. Voilà, donc c'est un point important aussi qu'il faut avoir en tête. Petite question pratique qu'on pose sur la note de synthèse, sur la méthode qui fonctionne. Est-ce qu'on passe forcément par une rédaction au brouillon avant de composer au propre? Est-ce que là, en 20 secondes, il y en a d'entre vous qui peut répondre? J'allais dire, c'est propre à chacun, j'ose commencer, puis après vous connaissez. C'est propre à chacun. On va soit avoir une lecture très transversale des documents, prendre des notes, puis faire sa note de synthèse, ou alors on va focaliser certains documents qui vont nous donner des perspectives plus larges pour nous donner une idée de direction et l'agrémenter avec d'autres documents. J'allais dire, il faut s'entraîner et voir qu'est-ce qui nous matche le mieux avec le temps qui est délimité et ne pas se faire avoir sur ça surtout. Et puis avec la manière de chacun de travailler, parce qu'il ne faut pas oublier que certains écrivent plus vite que d'autres lisent plus vite que d'autres, et donc sur la note de synthèse, il faut vraiment se connaître et savoir en combien de temps on a besoin d'écrire. Moi par exemple, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup de temps pour écrire, donc la lecture, j'essayais de la rétrécir presque vraiment sur les 4 heures, c'était vraiment 2 heures grand maximum parce que j'avais besoin, moi, je me connaissais suffisamment pour savoir que j'avais besoin des 2 heures de rédaction derrière. Et surtout, prévoyez bien un temps de relecture à la fin des épreuves parce que la forme compte aussi beaucoup. Donc, pas de faute d'orthographe, c'est mieux. Et aussi soigner la présentation de votre copie parce que, mine de rien, ça joue quand même beaucoup. Il ne faut pas oublier que sa copie, elle est au milieu d'un tas d'autres copies et que, mine de rien, pour se départager, c'est toujours plus agréable pour le correcteur d'avoir une copie qui lit facilement, qui se lit bien, qui est aérée, où il n'y a pas de faute d'orthographe, que des copies où malheureusement il faut déchiffrer et sortir la loupe pour comprendre ce qui est écrit.
Le petit conseil aussi peut-être que vous pourriez donner sur l'organisation pratique, parce que l'expérience candidat montre que en fait, c'est vrai que la journée est quand même chargée parce qu'on a fait le choix, là aussi pour limiter peut-être l'aspect investissement pour ceux qui passent notre concours, de faire les 2 épreuves sur la même journée, ce qui peut permettre à ceux qui viennent de pas trop loin d'éventuellement faire le voyage en aller-retour. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça le sera. Mais la conséquence, c'est qu'il faut bien gérer le temps entre les épreuves. C'est un peu comme dans le sport, en triathlon, là, il y a la période de transition entre les 2 épreuves qu'il faut savoir gérer. Comment, là, quelques conseils, quelques remarques là-dessus? Boire à manger. Oui, il faut prévoir à manger. Il faut prévoir à manger parce qu'à côté du site, il n'y a pas tant que ça de magasins et tout ça. Et qu'il faut penser à de la nourriture, entre guillemets, facile et qui nourrit bien le corps. Moi, je sais que j'ai mes petits assortiments de graines pour les concours parce que ça redonne de l'énergie assez rapidement. Et que si jamais on sent qu'on a des baisses de régime ou autre, ça peut aider sur les épreuves qui sont assez longues et vraiment prévoir un repas ou quelque chose pour manger le midi pour vraiment avoir ce qu'il faut, parce qu'à un moment donné, on a tous un corps, on est tous humains. Le corps, il a besoin de manger, donc il faut lui donner quand même ce qu'il faut. Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est juste par rapport à votre confort aussi pendant l'épreuve. Moi, je me souviens que dans la salle, il faisait froid. Enfin, ça peut paraître bête, mais essayer de prendre quelque chose, un gilet, ou voilà, parce que j'avais ce souvenir, c'était relativement désagréable. C'est une grande salle, difficile à chauffer, donc voilà, juste pour que vous ayez un minimum de confort aussi de ce point de vue-là. Très bon conseil pratique. Je relais des infos que Victorine et Lob vous donnaient, ce qui montre que peut-être voilà, ils ont ces côtés-là déjà, ils sont prêts au côté enquête parce qu'ils ont trouvé cette info, ils l'ont diffusée largement. La moyenne du dernier candidat l'an dernier retenu était de 11,13 dans l'une des épreuves et dans l'un des concours et 9,5 dans l'autre. Je pense que 11,13 ça devait être en économie juridique et 9,5 en scientifique probablement c'était la barre d'admissibilité. Donc c'est pour vous dire qu'au vu finalement des épreuves avec la note de synthèse et l'autre note, en travaillant de manière normale, c'est pas des épreuves qui sont inaccessibles. Et juste une précision sur le calendrier parce que c'est Marie qui se perdait un petit peu dans nos calendriers. Elle m'a mis un petit doute là, pour bien repréciser les choses. Vous allez passer les écrits au mois de janvier 2026. Au mois de mars 2026, les oraux. Vous aurez les résultats dans la foulée, avril 2026. Et là, votre rentrée se passera en septembre 2026. Vous ne connaîtrez toujours pas vos postes d'affectation. En revanche, entre septembre et octobre, vous saurez où vous allez faire vos stages à partir des choix que vous aurez faits. Les stages pratiques se passent tout le temps dans les mêmes départements, celui de décembre, celui de février-mars et le stage terminal. Et c'est au mois donc de avril 2027, donc presque en fin de votre formation initiale, donc qui va durer donc de septembre 2026 jusqu'à septembre 2027, eh bien fin avril 2027, vous aurez connaissance des postes qui sont proposés. Voilà pour avoir précisé le calendrier. On va poursuivre, Lucille, avec notre dernière intervenante. Je te laisse la présenter. Oui, avec plaisir. Et après, 3 questions en suspens. Mélanie Contant, donc là, sur le volet interne. Voilà. Bonsoir à tous. Donc oui, contrairement à mes camarades, j'ai intégré le NCCRF par la voie du concours interne, puisque j'étais déjà inspecteur dans la fonction publique. Et j'ai choisi l'option connaissance des missions de la CCRF, puisque j'exerçais des missions assez proches de celles de la CCRF. Pour autant, mon parcours de formation initiale ne me prédestinait pas du tout à cette voie-là. Après une licence de droit, je me suis orientée vers un master en sciences politiques, puis des études en journalisme. J'ai travaillé pendant 5 ans en presse écrite, avant finalement de me décider de me reconvertir professionnellement. J'ai passé les concours de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie, dont je suis originaire. Et j'ai eu la chance de trouver dès ma première affectation un poste qui correspondait à mes critères, à savoir des missions de terrain, se sentir utile dans ces missions au quotidien et servir l'intérêt général. Donc j'ai intégré la direction des affaires économiques, d'abord en tant que contrôleur, et ensuite je suis devenue inspecteur en passant le concours d'attaché. J'ai exercé au sein de 2 services distincts, un qui était plus spécialisé dans la réglementation des prix et la veille des prix, puisqu'on a un contexte de vie chère comme dans beaucoup de territoires d'outre-mer, donc c'était important de travailler sur cette mission. Et ensuite, j'ai intégré un service plus dédié à la protection du consommateur au sens large, protection économique essentiellement. Donc j'ai assez vite entendu parler de la DGCCRF, puisque certains de mes collègues contrôleurs avaient pu bénéficier de la formation à l'ENCCRF dans le cadre d'un partenariat entre ma direction et l'école.
Donc, quand j'ai intégré mon dernier service, on m'a proposé cette formation. Pour des raisons logistiques, budgétaires, ça n'a pas été possible de partir voilà, ni en 2022, ni en 2023. Et en 2024, j'avais bon espoir. Et entre-temps, j'étais devenue inspecteur. Donc, j'avais vraiment hâte de partir en formation parce que j'étais montée en compétences et que j'avais envie d'asseoir mes connaissances techniques et d'en apprendre de nouvelles. Et malheureusement, la situation s'est fortement dégradée pour le territoire cette année-là. Donc là, je me suis posé la question de partir par mes propres moyens, passer le concours, puisque j'aimais ce métier et que je voulais m'ouvrir aussi à tout ce qui était sécurité des produits, une mission que je ne pouvais pas exercer là-bas, en tout cas pas de la même manière que la DGCCRF. Donc voilà, j'ai pris un billet d'avion, c'est un plus gros investissement qu'un billet de train pour le coup. J'ai un petit peu la pression, non, ça va, je suis arrivée au concours comme vous, assez stressée. Surtout que je n'avais pas eu un gros temps de préparation, puisque une fois que j'avais conjugué ma vie professionnelle et ma vie familiale, j'ai essayé d'être efficace dans mes choix de révision. Je n'ai pas trop révisé la note de synthèse, puisque j'en avais déjà fait pour les concours précédents, donc j'avais à peu près la méthodologie. Je me suis concentrée sur les connaissances des missions de la CCRF, puisque même si j'exerçais des missions de protection économique du consommateur, c'était pas le même environnement institutionnel, c'était pas les mêmes habilitations et pouvoirs, pas les mêmes textes. Enfin voilà, il y avait quand même des grosses différences. Donc je me suis beaucoup basée sur le site de la DGCCRF qui est quand même très riche en informations et qui est actualisé assez régulièrement. Je me suis appuyée bien sûr sur les annales, comme m'ont dit mes camarades, et sur les rapports de jury et les meilleures copies. Ça m'a permis notamment de repérer certains pouvoirs d'enquête que je n'avais pas et qui auraient pu être utiles pour un cas pratique, puisqu'il était assez souvent posé pour l'épreuve de connaissance des missions de la CCRF un sujet plus un cas pratique à résoudre. Donc, surtout, je n'ai pas eu de cas pratique le jour J, j'ai eu 2 sujets à développer. Petite déception, mais voilà. Je m'en suis quand même tirée au final. Donc après, c'est vrai que le jour du concours, il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Donc ça, mes camarades vous l'ont dit, hein, parce que vous allez entendre, vous voir, rester dans une bulle. Si vous êtes venu jusque-là, si vous avez voulu participer à ce concours, c'est parce que l'émission vous intéresse. Donc restez focalisés là-dessus. Ça va être un mauvais moment à passer. Vous ne pouvez pas passer la meilleure journée de votre vie, hein, on est d'accord. Mais 7 heures, ça passe vite. Couvrez-vous bien, il fait assez froid, prévoyez de quoi manger. Et surtout, accrochez-vous, finalisez vos copies, structurez vos pensées, vraiment achevez vos copies. Les correcteurs sont très attentifs à ça. Une note de synthèse où il n'y a pas de conclusion, c'est des points de perdu. Donc voilà, tenez bon jusqu'au bout, ça vaut vraiment la peine. Maintenant que je suis enfin dans les locaux de la NCCRF, je redécouvre certaines de mes missions, puisque voilà, je n'ai pas non plus tout vu dans mes missions précédentes. Et surtout, je vais plus loin en termes de technicité et je découvre de nouveaux champs de compétences. Donc, c'est vrai que c'est un vrai point fort d'avoir des formateurs qui ont été inspecteurs et qui sont encore inspecteurs, parce qu'on a des intervenants de direction qui viennent. Ils essayent le plus possible de mettre des cas pratiques dans leurs cours pour que ce soit vraiment concret pour nous. Et ils sont surtout demandeurs de questions. Ils ne nous laissent pas avec nos doutes et ils nous incitent à poser des questions. Donc vraiment, à tout moment, on peut intervenir au cours du cours. Et c'est vrai que là, les stages, on les attend avec impatience pour pouvoir voir encore plus de praticité dans les missions qui seront les nôtres demain. Donc voilà, je voulais aussi rajouter qu'il n'y a pas de mauvais profil. Les missions de la CCRF, elles sont suffisamment larges. Les métiers sont suffisamment variés pour que tout le monde soit le bienvenu. Voilà, quelqu'un qui a fait de l'informatique, quelqu'un qui a fait de la compta, c'est une valeur ajoutée. Donc ne partez pas du principe que si vous n'avez pas de profil juridique ou économique, ça ne passera pas, ce n'est pas vrai. Voilà, il n'y a vraiment pas de mauvais profil. Donc peut-être à bientôt, je l'espère, en tant que collègue. Merci. Merci à vous. Peut-être un petit point sur, vu le temps qui passe, sur la question du permis, parce que cette Ouais. question est revenue au moins 4 fois. Je l'ai vu, j'avais pointé cette question comme étant à aborder, effectivement. Alors, j'aurais pu poser la question à nos lauréats, quelle perception ils en avaient, mais ça ne serait pas une question facile, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on communique sur ce point-là. En fait, voilà, le permis de conduire au stade du concours, c'est pas quelque chose qui va être qui est exigé comme étant une condition qui va être rédhibitoire pour les personnes qui n'ont pas le permis. En revanche, c'est vrai que durant l'année de formation, on est attentif à cette question-là parce que vous comprenez bien que le métier d'enquêteur,
c'est un métier qui s'exerce en autonomie. Alors, sauf à ce que vous soyez affecté à Paris, où les déplacements peuvent se faire effectivement uniquement en métro, mais dans toutes les autres directions, même les directions d'Île-de-France, il y a un moment, il va falloir se déplacer parce que les entreprises, elles sont situées sur tout le territoire. Donc, le permis, c'est une condition qui est quand même essentielle pour être enquêteur et surtout pour s'épanouir dans son métier d'enquêteur, parce que si vous vous retrouvez à être titularisé sur un poste sans permis, localement, la direction n'aura pas d'autre choix que vous affecter potentiellement sur un poste de sédentaire qui ne sera pas un poste d'enquêteur, donc en fait, vous raterez un petit peu la cible. Donc voilà, le permis, c'est a priori, et je pense que nos lauréats stagiaires qui sont en face de vous le confirmeront, ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème qui est évoqué à l'école, ça va un petit peu de soi. C'est comme dans toute population avec des profils variés, certains l'ont déjà, d'autres sont en train de le passer. L'année de formation à Montpellier, ça peut être un bon moment pour passer le permis à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas une condition. Je crois qu'il y avait une question sur le niveau de travail attendu et travail personnel à l'école, le côté devoir. Alors moi, j'aime parler plutôt de formation professionnelle que de scolarité. Donc peut-être que parmi nos participants, quelqu'un peut rebondir là-dessus pour nous dire qu'est-ce qui est attendu de vous au travers de l'investissement personnel. Alors, j'appellerai pas ça des devoirs, enfin, vous n'avez pas d'obligation. Pour les bases juridiques et les bases scientifiques, on avait quand même un examen, enfin, pour évaluer notre niveau, pas pour nous classer, puisque le classement est déjà fait. Donc, en fait, il y a un petit investissement. C'est pas du travail à faire à la maison, au sens où vous pouvez l'entendre, voilà, en université ou avant. C'est voilà, si vous voulez être à l'aise en fait avec ce métier et avec vos pouvoirs, avec ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, avec vos habilitations, c'est bien quand même de réviser les cours, quoi. Ouais. Donc après, bon, pour l'investissement personnel, ça dépend évidemment de chacun. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que pour les bases scientifiques et les bases juridiques, un profil comme le mien, effectivement, qui n'avait ni l'un ni l'autre, c'était voilà, il y avait du travail quand même. Mais rassurez-vous, enfin, vous êtes accompagné, vous avez la promotion qui vous aide aussi, donc ne voyez pas ça comme une barrière, même pour, je parle aussi aux gens qui n'ont pas fait d'études depuis longtemps. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont voilà, sortis des études depuis belle lurette. Ne vous inquiétez pas, voilà, c'est pas un critère éliminatoire pour vous. Vous vous y remettrez et puis ça va se passer, quoi. Hein. Ouais, exactement. Merci de votre réponse. Juste un point, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a évoqué le concours interne, mais on n'est pas revenu sur les conditions. Alors, il faut être fonctionnaire d'État ou agent de l'État depuis au moins 4 ans au 1er janvier de l'année du concours. Voilà. Que vous soyez contrôleur CCRF ou vous soyez dans un autre ministère. Juste pour information. Après, très rapidement, il y avait les épreuves orales. Les épreuves orales, donc vous allez sur rejoindre la DGCCRF, devenir inspecteur, inspectrice de la DGCCRF. Là, vous avez la déclinaison de toutes les épreuves. Donc, les épreuves orales, vous avez une présentation. Donc, vous mettez en avant votre profil, vos motivations, pourquoi vous avez passé le concours et que vous êtes présent ce jour-là, suivi de mise en situation. Donc les mises en situation, il faut mieux connaître le métier d'inspecteur permet de mieux préparer les épreuves orales, voilà, avec toute la documentation que vous avez à disposition. Et ensuite, vous avez une seconde épreuve où c'est la traduction d'une épreuve en langue étrangère en langue française suivie d'une courte discussion. Donc, c'est anglais, allemand ou espagnol au choix. Voilà. Et un point très important sur les perspectives d'évolution, je suis désolée, hein, j'interviens rapidement parce que le temps court. Sur les perspectives d'évolution, donc vous devenez inspecteur et au bout de 7 ans et demi, 8 ans, vous pouvez passer le concours d'inspecteur principal. Ce qui vous permet, en fait, en tant qu'inspecteur principal, de pouvoir encadrer les équipes d'inspecteurs au sein des unités d'enquête. Voilà, si l'encadrement, in fine, vous intéresse. Oui, effectivement. Et là, c'est un autre concours, un concours interne pour être nommé inspecteur principal. Oui. Pour revenir sur les évaluations qui sont faites durant la formation professionnelle, il n'y a pas de classement, etc. Donc, il n'y a pas d'intérêt lié vraiment au niveau de la note. Il y a plus un intérêt au fait de valider une compétence. L'école est attachée à ça, de valider. Vous détenez une compétence sur les pouvoirs d'enquête. Vous détenez une compétence sur la loyauté et la protection économique du consommateur. Et dans l'hypothèse où vous ne la détenez pas, c'est là où se pose la question de la titularisation en fin de formation. C'est les chiffres que je donnais tout à l'heure, où 90% passent la barre et un certain nombre sont prolongés. Donc il y a une prolongation de stage de 6 mois
pour se faire une idée de votre capacité à être titularisé comme inspecteur. Et le cas échéant, si in fine, après ces 6 mois, il n'y a toujours pas, vous ne démontrez pas que vous détenez la compétence, là, effectivement, il n'y a pas de titularisation et donc vous êtes amené à quitter la CCRF. Mais on est sur un cas de figure qui est quand même plutôt, qui est très à la marge. Mais comme je disais tout à l'heure, qui est très à la marge, ça s'explique par le niveau de recrutement qu'on met en œuvre, le fait que dans les profils qu'on recrute, on recrute des personnes qui sont impliquées, motivées, moteurs et qui font preuve de persévérance et d'énergie et qui croient dans nos missions. Donc effectivement, on a peu de pertes en ligne parce qu'en fait, on recrute des personnes qui vont avoir des qualités pour être enquêteurs. Donc c'est aussi du fait que vous projetez sur ce métier que vous pourrez réussir cette formation-là, parce qu'elle nécessite malgré tout un investissement. Alors, ce qui est positif, c'est que les lauréats qui en parlent aujourd'hui devant vous, ils vous disent qu'eux ne le perçoivent pas comme un investissement, mais c'est comme toutes les choses qu'on fait dans la vie. Quand son quotidien nous intéresse et nous motive, on ne le voit pas comme un investissement. Quelqu'un qui vraiment détesterait la CCRF, sa mission de service public, vous le mettriez à la place de nos lauréats pendant une journée à Montpellier, mais il deviendrait fou, il dirait « mais moi, j'ai rien compris, je veux rien, je peux pas faire ce métier-là ». Donc vous voyez, je ne veux pas que vous pensiez non plus que c'est pendant l'année de formation, il n'y a pas besoin de s'investir, mais dans la mesure où vous adhérez à nos missions, vous ne vivrez pas ça comme une contrainte et il n'y a pas des devoirs auxquels vous êtes exposés au quotidien. Donc ça, c'était important. Sur les stats, il y avait effectivement une question sur les statistiques entre le nombre de personnes qui s'inscrivent à notre concours et le nombre de personnes qui peuvent, le cas échéant, réussir et autres. Alors c'est vrai que chaque année, les chiffres oscillent entre 2 et 3 000 candidats inscrits à notre concours d'inspecteurs. Donc vous voyez le nombre de postes qui sont proposés chaque année. Peut-être ce qui peut être très incitatif pour vous à venir passer l'écrit, c'est que finalement, le nombre de personnes présentes à l'écrit par rapport au nombre de personnes qui s'inscrivent est assez faible. En gros, on peut considérer qu'on a 35 à 40% des personnes qui s'inscrivent qui sont effectivement présentes le jour de l'écrit. Donc, si vous êtes motivé par notre concours, que vous l'avez travaillé, vous voyez, vous avez déjà 60% de concurrents qui sont évacués. Sur les 40% qui viennent, vous pouvez considérer qu'il y en a la moitié qui ne sont pas vraiment préparés, donc vous en enlevez 20%. Donc ça veut dire que sur les 20% qu'il reste, au final, le taux de sélectivité par rapport au nombre proposé, il est quand même pas insurmontable. Donc c'est peut-être un des chiffres que vous devez avoir à l'esprit pour vous dire que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Voilà, alors vous avez compris que l'exercice est difficile pour à la fois avoir un échange avec les lauréats et puis répondre aux questions que vous pouvez vous poser en temps réel. On a tenté de suivre le fil des échanges pour répondre aux questions qui revenaient le plus souvent. L'objectif n'était pas trop de parler de l'oral, mais plus de comment se déroule la formation initiale de nos inspecteurs et qui vous donne un petit peu des conseils sur comment passer les écrits. On arrive à 19 h, donc c'est l'heure de terminer notre webinaire. Non pas que ça colle à l'image du fonctionnaire qui termine le job à l'heure précise, mais ça colle à l'idée que quand on annonce quelque chose, on s'y tient. Et puis vous voyez que nos lauréats ont accepté d'être présents après leur journée de formation et ont consacré du temps à vous parler de leur métier, ce qui illustre aussi l'intérêt et l'investissement qu'il y a sur les missions CCRF. Donc voilà, au moment de conclure, je voudrais les remercier très sincèrement de leur investissement, de la qualité des réponses qu'ils ont pu apporter, des orientations sur les métiers qu'ils ont réussi à vous donner après 2 mois d'ancienneté au sein de la CCRF. Merci à mon équipe avec Lucille et Nathalie d'avoir préparé ce webinaire. Et puis je vous dis à tous à très bientôt, parce que vous qui étiez présents à ce webinaire ou ceux qui l'avaient écouté en replay, je compte bien qu'on puisse se voir le 13 janvier pour que vous passiez nos écrits et tentiez de nous rejoindre. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.